What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. On se retrouve pour une nouvelle vidéo par terre dans mon salon parce que j'ai encore des problèmes de micro. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais un peu inquiète par rapport au son. Personne n'a fait la remarque. Personne n'a dit que mon son était totalement de la merde. Donc, fuck that bitch. Fuck my microphone. C'est juste vous et moi. Et ça va être encore une de ces longues notes vocales que je vais vous envoyer pour vous raconter un peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc, comme vous le savez, genre, à mon travail, c'est pas vraiment la joie. Je continue toujours à digérer ce qui s'est passé, à process ce que je vis. Et ce processus de guérison, genre, j'ai pas envie d'être dramatique, mais en fait, ce sentiment de trahison que j'ai eu par rapport à mes managers, mes directeurs et tout, c'est pas facile de le digérer parce que, en fait, le fruit de leur trahison, je le vois tous les jours. C'est-à-dire que on m'a, entre guillemets, sous-entendu que j'allais avoir une promotion. On m'a pas donné cette promotion, on a choisi quelqu'un d'autre. Et cette personne, je la vois tous les jours. En plus de ça, je pense que cette personne a été briefée parce qu'elle vient toujours me voir. C'est un homme. Il vient toujours me voir. Il est hyper gentil, mais de façon vraiment fausse, phony, forcée. Je déteste. Enfin, les moments que je passe avec lui à travailler, ils ne sont pas du tout agréables pour moi parce que je dois faire semblant, je dois refouler plein de choses. Mais en plus, le fait que je sais qu'il a été briefé, qu'il essaie d'être vraiment gentil. Après, vous allez dire peut-être c'est bien, ils essayent, mais moi, je préfère genre, garder ça professionnel parce que cette personne-là arrête pas de m'inviter à des trucs. Genre, alors qu'elle vient juste de commencer ce truc-là, ça fait 2 mois que ça s'est passé, hein. Mais elle m'invite à des déjeuners, il veut que je sorte. En fait, c'est hallucinant, c'est lunaire ce qui se passe au travail parce que j'ai l'impression de tout le temps dodge des invitations de merde et les gens essaient pas de comprendre les gens n'arrivent pas à comprendre que moi je suis là pour faire mon travail et que j'ai déjà un pied d'or, tu vois. Donc, aller tous les jours au travail, voir la personne, voir la manifestation humaine de ce qu'on m'a fait au travail, c'est très, très difficile. Donc, il y a des journées où je suis vraiment pas bien du tout. Je suis pas bien et j'ai l'impression que je peux pas m'échapper parce que j'ai besoin de cet argent pour vivre, en fait, tu vois. Après, je fais des trucs de mon côté. Je fais tout pour ne plus être là. Je fais tout pour ne plus être là. Mais bref, en fait, je dis tout ça pour vous expliquer que l'autre jour, j'ai envoyé un message à tous mes amis en disant qu'est-ce que vous aimeriez bien changer dans votre vie? Parce que quand je suis comme ça et que je suis pas bien, que je me pose plein de questions, que j'ai l'impression que je suis pas satisfaite de ma vie, ce que je fais immédiatement, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes qui traversent la même chose que moi? J'ai envoyé un message à mes amis, tous mes amis. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie actuellement, qu'est-ce que vous changeriez? La grande majorité des personnes de mes amis m'ont dit je voudrais changer mon travail parce que moi aussi comme toi Syrah je suis insatisfaite pour plein de raisons, soit parce que j'aime pas mon travail, soit parce que mon travail m'a aussi fait un coup de pute comme toi, ou soit parce que je m'ennuie totalement et je suis pas là où je devrais être. Et la deuxième réponse récurrente c'était j'aimerais plus d'argent. Ça, j'aimerais plus d'argent, j'ai envie de dire, c'est tout le monde. Mais le travail, c'est vrai que c'est dingue qu'on traverse tous, en fait. Bah, pas tous, hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui adorent leur travail. Mais j'ai posé la question à genre 11 personnes. Il y a une personne qui a dit j'aime mon travail. Une personne des 11 qui a dit je ne changerai rien et ma vie est satisfaisante. Peut-être que j'irai vivre ailleurs, mais mis à part ça, enfin, c'est tout, quoi, tu vois. Donc, quand je suis dans des moments comme ça, sombres, où j'ai l'impression de ne pas avoir eu quelque chose que je désirais, mais même au-delà de le désirer profondément, que je méritais, je me raccroche toujours à plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie où je voulais quelque chose vraiment intensément, mais je ne l'ai pas eu. Et à la fin, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'essaie de m'accrocher à ça. Et du haut de mes 32 ans, il y a eu plusieurs fois. Franchement, quand je réfléchissais à cette vidéo, il y a 5 exemples qui m'étaient venus en tête où je voulais quelque chose, je ne l'ai pas eu
Et en fait, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais je vais vous raconter 2 exemples. Les 2 choses qui se sont passées qui ont impacté ma vie de façon exceptionnelle, drastique, sans quoi je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je voulais raconter ça pour continuer à me raccrocher à ces exemples-là et pour aussi partager avec les gens qui traversent la même chose que moi au travail, le même rejet, la même, entre guillemets, trahison où vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Ben, peut-être que ça peut être un exemple sur lequel vous pouvez vous raccrocher en disant vous n'avez pas eu ce que vous voulez, mais à la fin, in the grand scheme of things, quand vous allez regarder, peut-être que c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée, peut-être. Le premier exemple que je vais vous mentionner, il va falloir que j'aille au début. Vous voyez, je vais vous faire un petit rappel. Je suis mauritanienne. Je suis née en Mauritanie. Ma mère est sénégalaise, mon père est mauritanien, mais je suis née en Mauritanie. De 0 à 8 ans, je vivais dans mon petit village tranquillement en Mauritanie, Djagili, où je parlais que soninké. On parlait que soninké. On allait à l'école, on apprenait l'arabe et le soninké. Mais on ne connaissait pas d'autres langues du tout, de 0 à 8 ans. À 8 ans, mon père, qui est avocat, a eu un travail au Congo. Il travaillait pour une organisation internationale. Donc, à partir de 8 ans, il a pris toute ma famille. Quand moi, j'avais 8 ans, il a pris toute ma famille, mes petits frères, ma mère, et on est allé vivre au Congo. Donc, on est passé de... villageoise, je ne dis pas ça avec du mépris, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent ça avec du mépris, avec une connotation négative, mais vraiment, on était des villageoises, on vivait au village, on était entre notre village et Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Donc, on est passé de notre vie de village à vivre dans une grande ville, Kinshasa, être expatrié, genre avoir des chauffeurs, des madames qui lavaient nos habits, des jardiniers, genre une grande maison. Donc, on est passé de vivre avec nos cousins et tout dans une grande maison au village à aller vivre dans la ville tout seul, juste avec notre famille, core family. On arrive à l'école belge, on arrive à l'école belge et tout, parce que tous les expatriés étaient à l'école belge ou à l'école française, mais l'école belge était un peu mieux. On est à l'école belge, on ne parle pas un mot de français, moi et ma sœur, et c'était vraiment hyper difficile à l'école. Genre, il y a eu un choc culturel que je me rappelle encore très bien, genre on a quitté notre famille, on a quitté nos cousins, nos tantes et tout. On arrive dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, on ne connaît pas la langue, et on est juste entre nous. Genre c'était vraiment... je passais mes journées à pleurer, je passais mes soirées à pleurer, mes cousins me manquaient, ma vie, ma culture me manquait. C'était horrible. Et à l'école, ça se voyait. Donc, nos directeurs, les directeurs de l'école belge ont pris mes parents, ils ont dit « Vos enfants n'ont pas le niveau, ils ne parlent pas français, donc elles ne peuvent pas continuer dans la classe dans laquelle elles sont actuellement. » Donc, ils ont décidé de nous mettre 2 classes en arrière. Quand je suis arrivée, j'étais en 4e année primaire, on m'a mis en 2e année primaire. Donc, j'étais plus vieille que mes camarades de classe. Mais ce n'est pas grave. On apprend quand même le français relativement rapidement, on est jeune, on s'adapte et puis après ça passait crème. Mais quand je suis arrivée à l'adolescente, j'ai remarqué que j'avais 1 année de plus que mes amis. J'étais un peu plus vieille, en plus je suis née en janvier, parfois j'avais 1 an et demi de plus que mes amis, tu vois. Donc j'avais toujours ce petit complexe, gardez ça en tête. Mais à partir de 8 ans jusqu'à 19 ans, on a été à l'école belge de Kinshasa, à l'école belge de Bujumbura, à l'école belge de Kigali. Et moi, je suis allée en Belgique pour finir mes études. Donc, de 8 ans à 19 ans, j'ai étudié que en Belgique. C'est pour ça que vous m'entendez dire 72, 97 et tout, parce que j'ai appris le français dans des écoles belges. Donc là, on finit l'école et tout, et il est temps d'aller à l'université. Et la dernière année, le 6e secondaire, on nous dit « Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Moi, je dis « Je veux faire droit comme mon papa, je veux faire droit dans des écoles, je sais pas moi, je me rappelle même plus des écoles, mais c'était des universités belges, tu vois. Ce qui est totalement normal parce que j'étais en Belgique, j'ai étudié dans des écoles belges, tous mes amis étaient belges, donc naturellement, je pensais aller étudier en Belgique. Donc, on va en vacances, le secondaire fini, on va en vacances à Kigali, au Rwanda. Et puis après, genre, moi, non, pardon. On va en vacances en Mauritanie, à Nouakchott. Je me rappelle très bien. On va en vacances à Nouakchott et pendant les vacances, on fait le processus de demande de visa étudiant pour aller étudier
en Belgique parce que moi, je ne suis pas belge. Tous mes amis étaient belges, mais moi, je n'étais pas belge. Et je me rappelle encore une fois, quand j'étais à l'école secondaire, en Belgique, au Burundi et au Rwanda, ma mère me disait toujours, Syrah, toi et tes potes, tu penses que toi et tes potes, vous êtes pareils, mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas pareils. Toi, s'il se passe quoi que ce soit, tu retournes en Mauritanie. Si on vous expulse du pays, tu vas en Mauritanie, tes potes, ils vont en Belgique. Just keep that in mind. J'ai jamais écouté ma mère quand elle me disait ça. Jamais de ma vie. Je disais, elle me casse les pieds, ma mère, quand elle me dit ça et tout. Mais vous allez voir que c'est devenu très, très réel pour moi. Donc, on est en vacances à Nouakchott. Donc là, c'était 2012, 2013. Je fais ma demande de visa étudiant pour aller vivre en Belgique. Et à la fin de l'été, mon visa est rejeté. On comprend absolument rien. Genre, moi et ma famille, on dit, mais what? Comment c'est possible? Pourquoi est-ce que notre visa a été rejeté? Notre visa d'aller étudier en... Bah, c'est juste le mien, parce que ma soeur était encore à l'école. Mais pourquoi mon visa a été annulé après tout ce qu'on a fait, toutes les études qu'on a fait en Belgique? Enfin, je viens de Belgique, enfin, je viens d'avoir mon diplôme secondaire de Belgique. Like, it didn't make any sense. J'ai tous mes bulletins, tout. J'ai un diplôme belge. Like, what the fuck is going on? On a fait des recours, on a fait machin et tout. Et ils ont dit non. Ils ont dit non. Jusqu'à aujourd'hui, je vous jure, je ne me rappelle pas les raisons qu'ils ont dit. Sûrement parce qu'ils ont dit, ah, on n'est pas sûr que vous allez repartir ou je ne sais pas quoi. J'en sais rien. Je sais juste que le visa a été rejeté. Alors là, je suis totalement perdue parce qu'en fait, je ne comprends pas ma vie, en fait. Je ne comprends pas comment je suis là, j'ai 18 ans, je n'ai pas de visa pour aller étudier en Belgique. Tous mes amis sont en Belgique actuellement enfin, en septembre, là, ils vont commencer. Et j'arrivais pas à process. Genre, j'étais tellement déprimée. Je vous jure, pendant un an, parce que pendant un an, j'étais pas à l'école. J'étais chez mes parents à rien faire. On a quitté la Mauritanie à la fin de l'été. On est allé vivre au Rwanda, à Kigali, où mes petits frères et ma petite sœur sont allés à l'école, continuer leur vie. Mon père allait au travail. Mais moi, j'étais à la maison, je foutais que dalle pendant un an. J'étais là, j'avais 18 à 19 ans. Je faisais rien. J'étais totalement perdue. Et en plus, genre, j'avais honte. There was like a huge sense of shame. Parce que j'étais là, j'ai 19 ans, j'étudie pas. Tous mes amis sont là, ils vivent leur meilleure vie à l'université. Ils sont en train d'expérimenter, vivre plein de choses, se découvrir. Et moi, je suis là, chez mes parents à 19 ans, à absolument rien foutre de ma vie, tu vois. Et ça se voyait, en fait. J'étais tellement pas bien dans mon corps et dans ma tête que j'étais hyper méchante avec mes frères, j'étais hyper méchante avec ma sœur. Déjà qu'à la base, j'ai pas une super bonne relation avec mes parents, mais là, c'était encore pire. J'étais dans une dépression, mais comme j'en ai jamais vécu, quoi. J'étais totalement perdue et j'avais l'impression d'être mis de côté, genre. Et c'est là que vient la honte, c'est que ce que je voulais, c'est que genre un pays occidental me choisisse. Et là, c'est comme si on m'a dit, t'es pas assez bien pour nous. On te veut pas. Tes amis sont cool. Ils ont le passeport. Ils sont là, ils sont nés là-bas. Mais toi, t'es juste une simple Ouest-Africaine et on veut pas de toi. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, pendant un an, je faisais que dalle. Enfin, je faisais des trucs par-ci, par-là, tu vois. J'essayais de m'occuper comme je pouvais, mais j'étais vraiment profondément malheureuse. À côté de chez nous, à Kigali, là où on vivait, on avait une voisine. On avait une voisine et sa famille et ma famille étaient proches. Enfin, on sont devenus proches avec les mois et tout. C'était une famille burkinabé et ils avaient une fille à peu près le même âge que moi, même si j'étais un peu plus âgée. Mais on avait à peu près le même âge et elle venait juste de finir aussi. Et on discutait de ça. Elle a dit, ah ben moi je vais à l'université Laval au Canada et tout. C'est là que je vais étudier. Et on discute, moi j'ai dit j'étais censée aller en Belgique, mon visa a été rejeté et tout. Et je me rappelle, on discutait avec sa famille, je ne sais même pas comment c'est venu, et ils ont dit, bah, vous devriez essayer le Canada. Et moi, dans ma tête, je me dis, si je viens de me faire rejeter par la Belgique, je vais peut-être essayer la France en espérant qu'il me donne le visa, mais je pense vraiment pas que le Canada va m'accepter. Genre, j'avais tellement
a low self-esteem. At that point, j'avais aucune confiance en moi. Je me suis dit, bah, je vais essayer, on sait jamais, mais je pense vraiment pas qu'on va m'accepter. J'ai postulé pour un programme à l'Université Laval. J'ai été acceptée. Et là, j'avais l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Je me disais, attends, donc on m'a accepté? Wait a second. On m'a accepté. Donc, ça veut dire que là, j'ai ma lettre d'acceptation, je peux demander ma demande de visa. Et c'est là, c'est ce qui me terrifiait le plus. C'est que je me disais, bah, j'ai ma lettre d'acceptation, même si c'est cool et tout, il va falloir que je passe à travers le même processus de demande de visa et tout. Genre, je literally beg le gouvernement canadien et dire, je vous jure que je suis une personne bien intelligente et vous allez pas regretter de me donner le visa. J'appréhendais énormément parce que, voilà, j'avais PTSD de la Belgique. Je postule et tout, et le processus était tellement smooth, tout se passait en ligne, je ne devais pas aller à l'ambassade, le consulat, machin, alors qu'en Belgique, j'ai dû aller à l'ambassade, le consulat de Belgique à Nouakchott. Tout était sur papier, là, c'était en ligne, j'ai fait tout toute seule comme une grande. J'ai dit, wow, this process is, déjà, just the beginning is so much better than le processus belge. J'ai postulé, enfin, j'ai fait ma demande, j'ai donné tous les papiers, machin et tout, et ma demande a été acceptée. J'ai eu mon visa pendant 4 ans, mon visa d'études, mon permis d'études. C'était le début de ma nouvelle vie. C'était le début de ma nouvelle vie. Et jusqu'à présent, enfin, quand je ressasse cette histoire, man, il y a une citation que j'ai vue un jour, quelque part, je ne sais plus où, mais qui disait « Sometimes what didn't work out for you really worked out for you ». Parfois, genre quelque chose qui n'a pas fonctionné pour toi a vraiment fonctionné pour toi. Parce que quand j'ai pris mon billet d'avion et que je suis venue au Canada, waouh, genre, c'était l'aboutissement, l'accomplissement, c'était le plus grand accomplissement à l'époque de ma vie, je vous jure. Et jusqu'à présent, it has to be top 3. Parce que j'ai fait tout toute seule. J'ai fait mes recherches toute seule. J'ai postulé toute seule. J'ai eu le besoin d'aide de personne, machin. J'ai eu l'encouragement qu'il me fallait. J'ai eu l'idée d'une voisine, d'une amie. Et là, j'ai mon visa, mes papiers devant moi. Après, le parcours au Canada n'était pas facile, hein. Mais c'était le début pour moi, je vous jure, c'était le début pour moi de l'émancipation. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, wow, thank God. La Belgique a dit non, merci. Dieu, thank God. They said no. Parce que si j'étais partie en Belgique, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je me serais sûrement mariée avec un homme belge. J'aurais eu des enfants. Et je n'aurais pas du tout l'engagement que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas du tout la même mentalité. Je n'aurais pas du tout la même resilience. Je n'aurais pas la même indépendance que j'ai aujourd'hui. Je me dis, j'arrive même pas à concevoir la personne que j'aurais été et la personne que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est parfait et tout, mais les capacités que j'ai réussi à développer en étant seule ici, en ayant un deuxième choc culturel où j'étais absolument loin de tout. Cette fois-ci, je n'étais pas juste loin de ma culture, j'étais loin de mon continent. Tu vois, people don't look like me here, most of them. Et le fait que j'ai réussi à sortir de là, et en plus que j'ai acquis toutes les connaissances, des compétences, l'engagement que j'ai aujourd'hui, bro, I would have never, I know for a fact, on ne sait jamais, la vie, on ne sait jamais, mais I know for a fact que j'aurais pas eu cette opportunité-là de gagner ma vie toute seule, de payer mes études toute seule. Peut-être qu'en Belgique, je n'aurais pas eu besoin de travailler autant parce que les études ne sont pas chères. Mais avoir ce work ethic, parce qu'en Belgique, parce que ma soeur, après, elle est allée en Belgique étudier. Et je sais comment elle a galéré, elle était très dépendante de mes parents. Ici, j'ai eu plus d'opportunités de travailler toute seule, etc. et tout. Till this day, I think about it, I'm like, wow, man, what didn't work out for me really worked out for me. La dépression dans laquelle j'étais quand je vivais à Kigali à 19 ans et que j'avais aucune perspective d'avenir, 1 an après, je viens dans un pays et maintenant je suis toujours dans ce pays 12 ans après.
From the beginning to the end, I did it all by myself. J'ai eu de l'aide financière, bien sûr, de mes parents, mais je te parle du processus. Et après ça, I don't even know how to explain it. Cette connaissance administrative de go through a bunch of hoops et faire des demandes et tout. Genre, il y a des gens, ils ont des phobies administratives. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas eu de luxury, j'ai pas eu le privilège d'avoir une phobie administrative parce que toute ma vie, je devais me battre au niveau administratif pour avoir les mêmes bases, le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir aller aux États-Unis ou je sais pas quoi. Quand j'étais là, je devais me battre au niveau administratif toute ma vie pour avoir les papiers comme mes pères. Je peux pas avoir une phobie administrative. Enfin, tout ça pour vous dire que me faire rejeter par la Belgique, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'aujourd'hui, je suis là où je devrais être. Deuxième exemple, vous voyez, moi, genre, YouTube, c'est la plateforme la plus utilisée sur mon téléphone. Mais de loin, si vous regardez mon temps d'écran, par jour, YouTube, c'est 6 heures. Et le reste, c'est peut-être les autres applications, Google Maps, peut-être Reddit, 1 heure. 1h30, 2 heures. Enfin, YouTube, c'est l'application que j'utilise depuis des années. Et depuis des années, je me rappelle très bien, depuis 2016, 2017, je me suis dit peut-être que je devrais avoir une chaîne YouTube. J'aimerais trop avoir une chaîne YouTube et tout. Quand j'étais à Yellowknife et que j'avais du travail, un travail stable et de l'argent, disposable income, de l'argent de poche et tout, j'ai payé 2 YouTubeurs, je me rappelle très bien, j'ai payé 2 YouTubeurs, en plus c'était pas donné, 2 YouTubeurs qui vendaient des cours sur comment devenir YouTubeur. Je les ai lus, j'ai même fait plein d'exercices et tout, mais je me suis jamais lancée parce que vraiment j'avais peur. En fait, j'avais peur du format visuel parce que moi, je me maquille pas, vous voyez, je suis une meuf, genre, très, très naturelle. Et toutes les youtubeuses que je voyais qui étaient populaires, eh ben, elles étaient toujours, genre, super bien habillées, super bien maquillées, avec de super belles coiffures et tout. Et moi, je dis pas que c'est pas bien, j'adore les regarder, elles sont magnifiques et tout. Mais moi, je suis pas naturellement comme ça. Donc, j'avais peur d'avoir cette pression-là d'être la personne que je ne suis pas. J'avais peur d'être perçue. J'avais peur. I was scared to be perceived. Et un autre truc qui me freinait, c'est que j'avais une autre voie d'expression. J'avais mon podcast, les Yaya Podcasts. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, avant la création de cette chaîne, j'avais un podcast qui s'appelait les Yaya Podcasts que j'adorais et je disais toujours genre, je suis co-animatrice des Yaya Podcasts, mais j'étais aussi fan. C'est-à-dire que j'enregistrais un épisode, je montais l'épisode et j'ai réécouté l'épisode après, genre, et je me tapais des barres. Donc j'avais cette voix d'expression-là que j'aimais beaucoup et je me disais, bon voilà, j'ai envie de faire YouTube, mais whatever. At least I still have les podcasts. Et on avait des sponsors parfois, on s'est fait de l'argent et tout. Et un jour, il y a 1 an et demi ou 2, ma co-animatrice a dit que moi, ça ne m'intéresse plus de faire les Yaya Podcasts. C'était très, très surprenant pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et en tant que fan, bien sûr, j'étais, comme vous tous, complètement... Je ne savais pas ce qui se passait vraiment, je ne comprenais rien, j'étais perdue comme tout le monde. Et en plus, tout le monde venait me voir comme au travail. Genre, tu vois, quand on ne m'a pas pris à mon travail, tout le monde venait me voir et me dit, Syrah, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Genre, si tu ne sais pas ce qui s'est passé, je suis dans le même bateau que toi. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais un petit peu déprimée. Et une fois que je suis restée une fois que je suis restée dans mes sentiments et tout, j'ai dit, ah ouais, non, hell no, I have to. C'est maintenant l'opportunité pour moi de lancer ma propre chaîne. Il est temps. Là, this is it. Genre, you don't have any more choice. Genre, c'est soit tu restes comme ça, tu as peur de te lancer et tu restes hyper frustré parce que tu n'as plus de voix d'expression du coup. Ou alors, tu le fais en ayant peur. Tu le fais en pensant que peut-être que tu seras perçue d'une façon, peut-être que tu ne seras pas aussi belle que toutes les meufs noires que tu suis sur YouTube, mais fais-le quand même et who cares, tu vois. Donc là aussi, what didn't work out for me, ce que j'ai pris comme un rejet et tout, où j'avais une décision qui m'a impacté autant.
j'avais aucun, I had no say in it. Genre, j'ai juste subi, j'étais là, je subissais. J'étais là, je subis juste le truc, tu vois. Et je suis sortie de là en ayant le courage de prendre une décision qui était pour moi à l'époque difficile. Enfin, je sais que lancer sa propre chaîne YouTube, je vais dire, il y a plus difficile comme décision. Mais à l'époque, c'était vraiment genre un saut dans le vide qui m'a énormément appris. Et aujourd'hui, mais je vous jure, mais vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, genre, je gagne de l'argent sur YouTube. Genre, franchement, n'hésitez pas à liker. Je dis jamais ça, mais liker, commenter, partager les vidéos parce que ça m'aide de fou. Après, je gagne pas autant que ce que je faisais avec les podcasts, bien entendu. Mais je suis toute ça. I built this shit from the ground up all alone. And I was j'étais terrifiée. Et aujourd'hui, je suis là, je vous parle 1 an après, là, je fais ma petite vidéo et tout, je m'installe par terre et je vous parle comme si vous étiez mes potes sur WhatsApp. When I look back, je me dis, Syrah, genre, look at these 2 beautiful examples. Regarde, dans ta vie, genre, si tu lâches pas l'affaire, je dis pas repress emotions, mais une fois que tu as ressenti tes sentiments, you felt whatever you needed to feel, maintenant, après, il faut juste te lancer dans ce dans quoi tu as peur. Et aujourd'hui, genre avec cet emploi-là, j'ai des discussions avec d'autres boîtes et tout. Et pareil, je suis terrifiée parce qu'il y a des boîtes, j'ai vraiment envie d'avoir le poste, mais le poste n'est pas là. Il va falloir que je change toute ma vie, que je prenne tous mes bagages, que j'aille ailleurs. Et franchement, déménager, c'est top 5 des événements les plus stressants dans une vie d'adulte, tu vois. Mais je me dis, c'est l'opportunité parfaite. Parfois, what didn't work out for you really worked out for you. Donc oui, tu as peur, mais fais-le en ayant peur. Si tu as une bonne opportunité ailleurs, oui, tu vas déménager comme tu l'as fait toute ta vie. Depuis que j'ai 8 ans, je fais que déménager, de pays en pays, de continent en continent, de culture en culture. Ça fait peur, mais tu as des exemples concrets dans ta vie où tu l'as déjà fait. Et non seulement tu as déjà fait, mais tu es sorti de l'autre côté, thriving. So, yes, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez des exemples où, dans votre vie où il s'est passé un truc qui vous a totalement chamboulé, bouleversé, et à la fin, après plusieurs années, vous vous êtes rendu compte que en fait, c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée. I guess I'll see you in the next one.